Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette série de vidéos, je présente quelques idées clés sur la gestion des coopératives sur lesquelles je travaille depuis 30 ans maintenant. Dans cette 7e vidéo, j'aborde spécifiquement le modèle d'équilibre coopératif et l'alignement vertical. Ce modèle d'équilibre coopératif fut introduit dans ma 6e vidéo. J'y ai démontré l'importance de la dualité association-entreprise comme pilier d'une gestion coopérative. Cette dualité repose sur 3 niveaux de cohésion, entre les membres, entre l'association et l'entreprise, et entre l'entreprise et son marché. C'est ce que j'ai nommé l'alignement horizontal. Dans cette 7e vidéo, je présente les enjeux d'un alignement vertical qui englobe le cœur idéologique, c'est-à-dire les valeurs et la finalité, le modèle d'affaires coopératif et le tableau de bord prospectif, mieux connu sous l'appellation du Balance Scorecard. Sera discuté également l'environnement externe de la coopérative, d'abord le réseau coopératif auquel adhère la coopérative de base et également l'environnement concurrentiel. Maintenant, qu'en est-il des valeurs et de la finalité des coopératives? Les travaux de Collins et Porras s'avèrent un point de départ très pertinent pour aborder les enjeux reliés aux valeurs et la finalité des organisations, ce qu'ils nomment le cœur idéologique. Pour ces derniers, le cœur idéologique définit le caractère intemporel d'une entreprise. C'est le ciment qui maintient l'entreprise unie. Les valeurs fondamentales sont la somme de croyances, de principes directeurs ou de règles qui sont absolument non négociables au sein d'une organisation. Ces valeurs ne peuvent pas être créées, mais doivent être découvertes. Elles se doivent d'être authentiques, aspirationnelles. Quant à la finalité, elle peut être décrite comme l'âme de l'organisation, sa raison la plus fondamentale d'exister. Une véritable finalité imprègne l'âme de chaque membre de l'organisation et reflète les motivations idéalistes qui le poussent à effectuer ce travail. Pour la coopérative, les valeurs sont au cœur de son identité. Rappelons les caractéristiques propres qui la distinguent. La coopérative se veut une organisation économique contrôlée par ses usagers, caractérisée par une structure de pouvoir démocratique, d'où émerge une échelle de valeurs basée sur la reconnaissance de l'égalité fondamentale des membres, alors que ces excédents sont partagés au prorata des activités des membres avec leur coopérative, d'où un souci d'une plus grande équité et de justice sociale. En cohérence avec ces fondements, les valeurs coopératives sont l'entraide, la démocratie, l'égalité, la solidarité, les valeurs éthiques, à savoir l'honnêteté, l'ouverture, la responsabilité sociale et la bienveillance à l'égard d'autrui. Il importe de considérer cependant que ces valeurs sont pensées en fonction de la relation de la coopérative avec ses membres. Pour mieux apprécier l'importance stratégique des valeurs coopératives, il est nécessaire d'en revoir la pertinence également pour les employés. Comme je l'ai démontré dans la 2e vidéo sur la congruence des valeurs, les valeurs coopératives, revues à l'aide de la taxonomie des valeurs de Schwartz, convergent fortement avec le profil de dépassement de soi, à savoir l'universalisme, qui se décline en valeurs secondaires d'égalité, de justice sociale et de protection de l'environnement, et la bienveillance, qui se décline en valeurs d'entraide, de loyauté, d'honnêteté et de pardon. Schwartz et ses collègues ont démontré que le profil de dépassement de soi est le profil de valeur pour environ 60% des humains, ce qui en fait le profil dominant à l'échelle planétaire. De plus, plusieurs recherches en ressources humaines utilisant cette taxonomie des valeurs ont permis de démontrer que le profil de dépassement de soi est corrélé avec les comportements de coopération, d'éthique, pro-sociale et d'engagement affectif. Sur la base de ces résultats, nous pouvons en déduire que le profil de dépassement de soi, donc les valeurs coopératives, est un levier de performance lorsque activé au sein de l'organisation coopérative. Ainsi donc, au-delà de sa pertinence en regard de la relation avec les membres et leur coopérative, les valeurs coopératives le sont également avec les employés. Étant reconnues par l'Alliance coopérative internationale depuis sa fondation en 1895, les valeurs coopératives s'avèrent intemporelles. Elles reflètent la somme des croyances et principes directeurs sur lesquels reposent les fondements du mode d'organisation coopératif. Elles sont non négociables, authentiques et aspirationnelles. Maintenant, qu'en est-il de la finalité coopérative? Alors que la coopérative est contrôlée par ses membres, sur la base de règles d'égalité et de démocratie, ces derniers recherchent d'abord leur avantage comme usagers et non pas comme investisseurs. C'est donc la primauté du lien d'usage qui anime la finalité coopérative.
Cette primauté du lien d'usage est renforcée par le partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative. Comme je l'ai indiqué dans ma troisième vidéo, au moment où je découvrais le concept de propriété psychologique, j'ai réalisé que le véritable sens de la propriété coopérative s'inspirait principalement de la propriété psychologique, à la fois individuelle et collective. Lorsque vu sous l'angle de la propriété psychologique, la primauté du lien d'usage s'harmonise parfaitement avec le sentiment de propriété psychologique, les deux se renforçant mutuellement. En résulte un plus grand sentiment d'autonomie et le renforcement d'un empowerment pour le membre. Ce n'est pas pour devenir propriétaire que le membre adhère à la coopérative, mais bien pour interagir efficacement avec son environnement et exercer un degré de contrôle suffisant. Aussi pour créer un espace à la fois privilégié et plus sécuritaire. C'est ce qui fait que l'importance accordée à la propriété légale soit subordonnée à l'usage. L'intérêt vital du membre envers sa coopérative s'appuie donc fondamentalement sur le sentiment de propriété psychologique, alors que l'action collective est facilitée par le sentiment de propriété psychologique collectif. La finalité coopérative, ainsi revue dans la perspective du sentiment de propriété psychologique, rejoint l'âme de l'organisation et sa raison d'être la plus fondamentale d'exister. Tel que défini, le cœur idéologique coopératif perdure comme source d'inspiration et de guide. Alors qu'il ne doit pas changer, il présente un potentiel d'inspirer le changement et le progrès pour vivre pleinement sa finalité. Lorsque lié au sentiment de propriété psychologique, la finalité coopérative est donc une source de création de valeur, autant pour le membre que pour la coopérative. Elle s'avère également être une source d'avantages concurrentiels, tel qu'illustré dans ma troisième vidéo. Maintenant, le modèle d'affaires, de quoi s'agit-il? Les modèles d'affaires sont devenus une référence importante au cours des 20 dernières années. Lorsque le concept de modèle d'affaires est utilisé proprement, il oblige les dirigeants à réfléchir rigoureusement à l'entreprise et à l'influence de son identité dans son ensemble. Par ailleurs, il est de plus en plus souvent suggéré que l'innovation en matière de modèle d'affaires est une clé de la réussite des entreprises. Selon Gary Hamel, dans La Nouvelle Économie, le niveau optimal de l'innovation n'est ni un produit ni une technologie. C'est le concept d'entreprise. Pour Hamel, l'innovation en concept d'entreprise ne porte pas à proprement parler sur la stratégie concurrentielle. Ce n'est pas une manière de se positionner face aux concurrents, mais bien de les contourner. Ainsi, pour Hamel, le véritable avantage concurrentiel et soutenable repose sur l'innovation radicale en matière de modèle d'affaires, qui a le pouvoir de changer les attentes des clients, d'altérer l'économie de l'industrie, etc. Au regard de ce concept de modèle d'affaires, voici quelques points clés qu'il nous faut considérer. Le modèle d'affaires est plus qu'une simple logique d'entreprise. Qui plus est, une nouvelle forme d'organisation ne peut naître qu'une de ses composantes. Une fois conçu et mis en œuvre, le modèle d'affaires sera difficile à modifier. Les pionniers des modèles d'affaires font preuve de créativité et d'une connaissance approfondie des besoins fondamentaux des clients, ainsi que d'une capacité d'essai et d'erreur. Un modèle d'affaires efficace et compétitif nécessite un cycle d'itération et d'ajustement des composants clés. Toujours selon Hamel, dans la plupart des entreprises, fort peu d'individus sont capables de réfléchir de façon à la fois globale et concrète à de nouveaux concepts d'entreprise, ou d'imaginer des ajustements permettant de modifier radicalement les modèles d'entreprise existants. Pour ce faire, il est très important de développer une aptitude à appréhender un modèle d'affaires dans son intégralité. Le cadre conceptuel sur le concept de modèle d'affaires développé par Hamel est particulièrement adapté alors qu'il offre cette perspective holistique. Les 4 grandes composantes du modèle d'Hamel sont l'axe stratégique, les ressources stratégiques, l'interface avec les clients et le réseau de création de valeur. L'axe stratégique repose sur l'énoncé de mission, l'éventail des produits et marchés, ainsi que les bases de différenciation. Les ressources stratégiques regroupent les compétences clés, les actifs stratégiques et les processus clés. L'interface client s'appuie sur les canaux de distribution et les niveaux de service,
l'information recueillie et les habiletés de les exploiter, la dynamique des relations clients et la structure de prix. Finalement, le réseau de valeur regroupe les entreprises dont elles s'entourent pour compléter et amplifier ses ressources, à savoir ses fournisseurs et ses partenaires. Ces composants clés sont reliés par 3 passerelles: la configuration des activités, le bénéfice client et les frontières de l'entreprise. La configuration reflète la manière unique dont l'entreprise combine ses savoir-faire, ses actifs et ses processus clés pour exécuter sa stratégie. Les bénéfices clients correspondent aux besoins et désirs satisfaits, c'est-à-dire l'ensemble des avantages qui leur sont offerts. Quant aux frontières de l'entreprise, il s'agit de déterminer ce qu'elle fait et ce qu'elle sous-traite à son réseau de valeur. Hamel identifie également 4 facteurs sous-jacents qui déterminent le potentiel de rentabilité du modèle d'affaires de l'entreprise: son efficacité, son unicité, sa cohérence et ses accélérateurs de rentabilité. Ce modèle permet de traiter les points clés que l'entreprise, incluant la coopérative, doit maîtriser pour accentuer ses probabilités de succès. Sa plus grande force est de permettre d'accorder une grande importance à la manière dont tous les éléments s'agencent efficacement. À la lumière de ces commentaires, il est évident que construire un modèle d'affaires coopératif est un défi exigeant. 2 étapes m'apparaissent incontournables. D'abord, répondre aux questions sous-jacentes au camp théorique proposé par Hamel pour construire le modèle d'affaires coopératif. L'histoire qui en résulte doit faire un sens. Pour ce faire, cette histoire doit s'inspirer du cœur idéologique coopératif, c'est-à-dire valeurs et finalités, que j'ai décrit précédemment. Deuxièmement, voir intégrer les 4 stratégies retenues pour développer le nouveau paradigme coopératif: la congruence des valeurs, la propriété psychologique, la loyauté et la co-création de valeur. Dans la mesure où chacune de ces stratégies est à la fois source de création de valeur et fait valoir les avantages concurrentiels tirés des fondements du mode d'organisation coopératif, l'intégration de ce nouveau paradigme dans les composants du modèle d'affaires coopératif renforce non seulement sa position concurrentielle, mais aussi son identité coopérative. Il est donc nettement envisageable de repenser le modèle d'affaires coopératif et de l'aborder dans une perspective d'innovation radicale, telle que proposée par Gary Hamel. Un tel modèle d'affaires coopératif aura le pouvoir de changer les attentes des membres et d'altérer l'économie de l'industrie. Ayant présenté autant les fondements de la finalité, des valeurs et du modèle d'affaires coopératif, il est nécessaire de compléter cet alignement vertical en les liant aux indicateurs de performance. L'identification de ces indicateurs clés est d'une importance capitale pour assurer la construction et le maintien d'un équilibre coopératif et l'évaluation de la performance de la coopérative. C'est ce que le Balance Scorecard nous permet d'accomplir. Le Balance Scorecard est une étape dans un continuum qui décrit ce qu'est la valeur et comment elle se crée. Il fournit aux dirigeants une perspective complète permettant de traduire une vision et une stratégie en un ensemble cohérent d'indicateurs de performance. Développé par Kaplan et Norton au début des années 90, le Balance Scorecard compte 4 perspectives: financière, client, apprentissage et croissance, et processus interne. En contexte coopératif, il est nécessaire d'inclure également une perspective additionnelle telle que la participation et l'engagement des membres. Qui plus est, et quoique non uniques aux coopératives, doivent être inclus également les volets social et environnemental. Les bénéfices d'un Balance Scorecard sont la création d'une interdépendance et interrelation entre les perspectives sur lesquelles il repose, un consensus organisationnel et une plus grande clarté autour des priorités de l'entreprise. Également, de fournir un moyen de rendre le personnel et la direction responsables de leurs résultats d'une manière claire et cohérente. Au-delà d'un alignement le long de l'axe cœur idéologique, modèle d'affaires, indicateur de performance, le Balance Scorecard coopératif doit aussi prendre en compte l'alignement horizontal, illustré dans ma 6e vidéo.
et développer des indicateurs visant à assurer un dynamisme de la dualité coopérative, c'est-à-dire l'arrimage association et entreprise. La prise en compte de l'alignement horizontal dans un balance scorecard coopératif est d'autant plus importante car, comme je l'ai démontré dans cette 6e vidéo, en résulte un levier stratégique facilitant l'implantation des stratégies axées sur la propriété psychologique et la co-création de valeur. S'ensuit davantage d'engagement et de participation de la part des membres. Tout comme pour le modèle d'affaires, le concept de balance scorecard s'avère donc un précieux outil pour construire cet équilibre coopératif. Il permet de mesurer la plus-value pour les différentes parties prenantes. Cette question de la différence coopérative pour les parties prenantes est fondamentale. Sans une compréhension suffisante de la plus-value économique et sociale dont est porteuse le mode d'organisation coopératif, il devient nettement plus difficile d'en promouvoir le développement. À ce stade de l'analyse de cet équilibre coopératif, il nous faut considérer l'environnement où la coopérative évolue. 2 volets clés à retenir. D'abord, l'environnement coopératif. Deuxièmement, l'environnement concurrentiel. Jusqu'ici, je n'ai abordé cet équilibre coopératif que dans la perspective d'une coopérative de base. Les secteurs coopératifs, financiers, agroalimentaires, consommation, etc., évoluent cependant dans un contexte de réseau, alors que les entités locales sont regroupées sur des bases régionales, provinciales et ou nationales. Pour bien illustrer et comprendre la problématique de gestion coopérative et l'équilibre qui en découle, il faut donc considérer les structures fédératives et confédératives existantes. À ces structures s'ajoute le réseau des filiales corporatives propres aux structures de holding. L'impact de ces structures de 2e et 3e niveau, lorsqu'elles existent, sera surtout ressenti dans la formulation des grands axes stratégiques et des énoncés de politique générale. Il est donc essentiel d'intégrer ces paramètres comme source d'influence sur l'équilibre coopératif formulé à l'échelle locale. Ajoutons qu'au-delà des grandes orientations, ces structures de 2e et 3e niveau exerceront également une influence significative sur les ressources, les compétences et les avantages concurrentiels dont pourront bénéficier les coopératives de base. C'est précisément pour s'offrir des services et tirer profit des économies d'échelle que les coopératives locales se regroupent à l'échelle régionale, provinciale ou nationale. La position concurrentielle d'une coopérative sera donc soutenue par l'apport en ressources et compétences venant des structures de support. Il n'en reste pas moins que la structure fédérative et confédérative, le cas échéant, devra voir construire son propre équilibre coopératif, ses membres étant les coopératives de premier niveau. Elle devra aussi accompagner ses membres dans leur démarche de construction et de maintien de leur propre équilibre coopératif, de développement et de renforcement de leur position concurrentielle, la plus-value coopérative pouvant ainsi être optimisée. À noter cependant que la Fédération jouera un rôle particulièrement crucial si et lorsque les coopératives visent à développer un modèle d'affaires coopératif radicalement innovateur. En ce qui a trait à l'environnement concurrentiel où la coopérative évolue, 2 questions clés doivent être abordées. D'abord, quels sont les facteurs clés de succès que l'entreprise doit maîtriser pour réussir dans cette industrie? Le modèle de Porter sur les 5 forces concurrentielles se veut une référence clé pour répondre à cette question. Deuxièmement, compte tenu de la nature des forces concurrentielles en présence sur le marché, quelles ressources et capacités stratégiques doit-elle posséder pour réussir sur le plan concurrentiel? Il est également fondamental de reconnaître la marge de manœuvre disponible dans l'arène concurrentielle où évolue la coopérative. Ceci requiert d'identifier et développer les avantages concurrentiels inhérents au mode d'organisation coopératif, d'où l'importance du potentiel de compétitivité inhérent aux stratégies du nouveau paradigme coopératif que j'ai illustré précédemment. Ainsi donc, le mode d'organisation coopératif repose sur un ensemble de règles qui, tout en étant des conditions nécessaires, s'avèrent insuffisantes pour assurer la stabilité de l'ensemble, particulièrement en contexte concurrentiel. Comme je l'ai décrit dans ma première vidéo, nombre de coopératives adoptent de plus en plus des pratiques empruntées à l'entreprise privée,
conduisant ici à un malaise, possiblement même une crise identitaire. Je crois donc nécessaire d'en aborder la gestion de manière à intégrer les paramètres clés de la distinction coopérative. D'autant plus que les stratégies émergentes, en contexte de transformation des marchés, s'avèrent source d'avantages concurrentiels lorsque vues en contexte des fondements du mode d'organisation coopératif et de son caractère unique. C'est ce que le modèle d'équilibre coopératif proposé dans ces 2 dernières vidéos illustre. Merci de votre écoute.